Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h, voici les titres. À la une de l'actualité, le fleuve Sénégal qui atteint la cote d'alerte à Bakel. À Matam, le fleuve est à quelques centimètres du seuil critique. Le ministre de l'Hydraulique sur place, mais Cheikh Tidiane Dièye, n'a pas rencontré la colère des habitants de Djamel. Nous reviendrons sur l'élection du nouveau maire de Dakar. Abass Fall remplace Barthélémy Diaz en l'emportant nettement devant le maire intérimaire Ngoné Mbengue et deux autres candidats. Quant au maire déchu Barthélémy Diaz, son recours a été rejeté par la Cour suprême. Nous évoquerons le premier cas de Mpox enregistré au Sénégal vendredi dernier. Forte mobilisation des autorités sanitaires du Sénégal pour retrouver les cas contacts et éviter une éventuelle propagation de cette forme virulente de la variole. Et puis les prolongations de l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football. Nouveau recours de Madi Touré au lendemain de la publication du procès verbal de l'Assemblée générale élective. On ouvre ce journal avec la variole du singe à Dakar, 25 cas contacts recensés. Le ministère de la Santé a pris les devants pour arrêter la propagation. Docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, sensibilise les Sénégalais pour arrêter cette maladie dans ce reportage de Cheikh Diop. Un premier cas de la variole du singe confirmé au Sénégal. Un étranger actuellement placé en isolement. C'est une personne qui est entrée au Sénégal depuis le 18, mais c'est au 19 qu'elle s'est manifestée au niveau des structures sanitaires. Et le 22 finalement, qu'elle a été admise et elle a été confirmée positive au Mpox, c'est-à-dire à cette maladie communément anciennement appelée variole du singe. 25 cas contacts détectés. Le ministère de la Santé a déjà pris les devants. Ce contact n'est pas également hospitalisé, encore moins isolé. On se doit, en tout cas nous agents de santé, d'avoir toutes ses coordonnées et son adresse exacte pour qu'il nous renseigne sur son état de santé pendant au moins 21 jours, pour qu'on sache s'il va développer la maladie ou non. Et comment se manifeste la maladie? Il y a une fièvre. Il y aura des douleurs, maux de tête, musculaires, articulaires. Il y aura des ganglions. Mais ce qui est caractéristique, c'est l'apparition de boutons ou ce qu'on appelle une éruption. Cette éruption, quand elle apparaît, elle passe par ce qu'on appelle des vésicules, des pustules, donc jusqu'à s'ulcérer, c'est-à-dire jusqu'à laisser échapper des liquides. Ce sont ces sérosités ou ces liquides qui seront à l'origine de contamination de tierces personnes. Donc, il faudra, ces sources de contamination, essayer de les limiter. Le Mpox est une maladie contagieuse, d'où l'importance de la sensibilisation pour empêcher sa propagation. Venons-en maintenant à ce drame familial qui s'est produit hier à Kantène, non loin de Mandina Mankagne, dans la région de Ziguinchor. Drame qui a coûté la vie à un homme qui était en conflit conjugal avec son épouse et qui a laissé leurs deux enfants entre la vie et la mort. On apprend ce soir que l'un des enfants a succombé à ses graves blessures. À Ziguinchor, Boubacar Diassi et Lamine Mandion. Voici la maison dans laquelle le drame familial a lieu. Nous sommes ici au quartier Kantène, dans le village de Mandina, situé dans la banlieue sud de Ziguinchor, sur la route menant à la frontière nord de la Guinée-Bissau. Selon nos informations, le père de famille qui a perdu la vie dans ces conditions habite dans cette maison relativement isolée. C'est d'ailleurs ici qu'il vendait le petit déjeuner.
Je le dépasse chaque jour ici en le saluant. Il vendait le petit déjeuner en compagnie de ses enfants. L'homme se serait enfermé hier soir avec ses 2 enfants, un garçon et une fille, dans cette chambre avant d'y asperger un liquide inflammable et d'y mettre le feu. Et donc ce matin, en passant, j'ai trouvé beaucoup de personnes devant son domicile. Et je demandais, on m'a dit qu'il se serait suicidé. Franchement, je ne sais pas les raisons pour lesquelles il se serait suicidé. Mais selon les rumeurs, il aurait eu des difficultés conjugales avec sa femme. C'est ce traumatisme qui serait à l'origine de son suicide. L'intervention des voisins et celle des sapeurs-pompiers, appelés par les voisins, n'ont pas pu le sauver. Son garçon, qui est grièvement blessé, rendra l'âme à l'hôpital régional de Ziguinchor. Sa fille, qui est aussi grièvement blessée, est en soins intensifs à l'hôpital régional de Ziguinchor. Un mot maintenant sur le procès en flagrant délit du journaliste Doudou Coulibaly, jugé pour offense à un chef d'État étranger et pour offense à une personne exerçant toute ou partie des prérogatives du chef de l'État. Il a été condamné ce lundi à 3 mois de prison avec sursis et à une amende d'un montant de 300 000 francs CFA pour le premier chef, et pour le second, il a été relaxé. Et puis on apprend ce soir que l'homme politique Mbougar Diouf, membre de la coalition Diomaye président, a été placé sous mandat de dépôt suite à son déferment devant le procureur de la République. Et pour clore ce chapitre, sachez que le chroniqueur politique Mamadou Sy Tounkara est convoqué demain mardi à la division spéciale de la cybercriminalité. Nous y reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions. C'est la première fois depuis le début de l'hivernage, le niveau du fleuve Sénégal a atteint, voire dépassé le seuil, la cote d'alerte, à l'une des stations les plus suivies. Vers 1h du matin, la nuit dernière, la ligne d'eau a atteint 10,03 mètres à la station de référence de Bakel, soit 3 cm au-dessus du seuil d'alerte. Allons tout de suite sur place avec notre correspondant à Tambacounda, Mamadou Diouf. C'est aujourd'hui sa cote d'alerte. Selon un communiqué du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le niveau des eaux a atteint 10,3 mètres, soit 3 cm au-dessus du seuil critique de 10 mètres. Ce premier dépassement de l'année 2025 est une conséquence directe des fortes pluies et orages survenus ces derniers jours dans le bassin du fleuve. Cet événement se produit presque à la même date que celui de l'année dernière. Le ministère a prévenu que ce dépassement entraînera des débordements localisés dans les zones les plus basses, tout en assurant que la situation reste pour le moment sous contrôle. La montée des eaux n'est pas un phénomène nouveau pour la région. Déjà le 18 août dernier, le niveau était à 9,32 mètres, suscitant des inquiétudes et des appels à l'action de la part des autorités locales. La semaine dernière, plusieurs alertes avaient été émises, indiquant une tendance à la hausse et un risque de débordement imminent. La situation est également tendue à Matam, où le niveau du fleuve se rapproche du seuil critique, se situant à seulement 8 cm de la cote d'alerte. Les autorités continuent de surveiller l'évolution de la situation de près. A rappelé que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le Dr Cheikh Tidiane Dièye, était en visite dans la zone. Il a appelé les populations riveraines et les acteurs économiques à la plus grande vigilance et à prendre les dispositions nécessaires pour se prémunir des dégâts potentiels. Il a également salué les résultats des mesures d'anticipation, comme la mise en place de bassins de rétention à Kidira pour protéger certains quartiers. Dans un communiqué publié ce lundi, le ministère de l'Hydraulique prévient que ce dépassement entraînera naturellement des débordements localisés dans les points les plus bas, mais ajoute le communiqué, la situation reste pour le moment sous contrôle. À Matam, le niveau du fleuve est à 8 cm du seuil d'alerte. D'ores et déjà, l'eau a déjà coupé des routes et démoli des infrastructures de franchissement à Dembankane ou Djamel, entre autres.
pour se rendre compte de la situation sur place et pour assurer les riverains du cours d'eau sur la mobilisation des autorités étatiques pour parer à toute éventualité. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est en tournée et a fait le déplacement sur place ce lundi. Un passage loin de satisfaire les habitants des zones les plus à risque. Ali Bandelnian. Tel de Tahirou Sarr à Orefondé qui recevait la première visite d'une autorité gouvernementale, Cheikh Tidiane Dièye, très attendu dans les zones inondées du Dandemayo, a préféré se rendre à Tchilogne. Une ville très loin du fleuve Sénégal, mais entourée de marigots qui envahissent chaque année certains quartiers. Ici à Tchilogne, nous sommes en train de suivre et de vivre un exemple parfait, illustratif de cette nouvelle démarche dans la gouvernance. La proximité avec la population, c'est l'écoute attentive. Ici à Tchilogne, un problème est vécu pendant de nombreuses années. Il est récurrent. Et ce problème devenait une question vitale pour la communauté. Ce sont ces deux ravins qui traversent de part en part la commune et qui causent beaucoup de difficultés. Nous avons déjà perdu ici, nous le constatons, beaucoup de maisons, beaucoup d'arbres, ça accentue la déforestation. De la grande joie du maire de Tchilogne qui a dit publiquement tout son soutien aux nouvelles autorités. À partir de 2022, lorsque je suis élu maire de cette ville, ça fait partie de mes premières doléances. Je me suis approché du premier ministre Ousmane Sonko, avec qui nous avons échangé sur ce programme. Et je vois aujourd'hui à Tchilogne, depuis presque 6 à 4 mois, les problèmes se débloquent à Tchilogne. Donc nous, comme il faut le reconnaître, et la population est prête et attend ça depuis des années. Parce que nous sommes entre deux ravins qui sont en train de prendre une partie du Tchilogne. Et cette digue de protection que nous devons faire, que nous avons discuté dans le passé avec les autorités. Des heures passées au domicile du maire et chez les religieux de Tchilogne, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement décide finalement de se rendre à Nguidjilogne. Sérieusement exposé aux eaux de débordement du fleuve Sénégal, Cheikh Tidiane Dièye annonce des mesures à long terme. Gagné par la hantise avec le fleuve Sénégal qui n'est plus qu'à 21 cm de sa côte d'alerte, les habitants de toutes les localités du Dandemayo sont restés sur leur faim. Le ministre de l'Hydraulique, qui poursuit sa tournée vers la région de Tambacounda, laisse derrière lui les populations très inquiètes à Sinthiou Diamdior, à Djamel, à Matam, à Dembankani ou encore à Bokiladji. Alors justement, dans ce quartier périphérique de la capitale régionale Matam, les habitants de Djamel sont envahis par les eaux de pluie et la montée du fleuve représente une sérieuse menace à moins de 21 cm de la cote d'alerte. Les populations de ce quartier ont organisé un rassemblement pour interpeller les autorités sur leur sort. Voici Abdoulaye Keïta, leur porte-parole, au micro d'Ali Bandelnian. L'année dernière, nous avons vécu des moments très difficiles. Les inondations de 2024. Et Djamel est en proie des deux eaux. Il y a les eaux fluviales et la crue du fleuve Sénégal. Nous avons eu des maisons abandonnées. Nous avons eu des maisons détruites. Nous avons eu des bâtiments, quand même jusqu'à 13 ans, qui ne sont pas encore reconstruits. Ça a été vraiment infernal. Nous avons vécu le pire. Il n'y avait pas de débouchés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Il y avait un blocus total au niveau de Djamel. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous dénonçons cet état de fait. Et pourquoi cet état de fait? C'est parce qu'on a été donc longtemps marginalisés par l'État du Sénégal. Non seulement nous sommes oubliés par nos autorités locales, mais aussi nous pouvons dire que nous sommes oubliés par les autorités étatiques. Et ce que nous voulons, et ce que nous réclamons, il faut que ça cesse. Nous interpellons le président de la République en premier lieu, le premier ministre, les autorités administratives et non les autorités territoriales qui sont là, que ce soit la mairie et autres, le conseil départemental. Nous sommes là pour manifester notre ras-le-bol. On en a assez, on en a marre. Beaucoup plus en aval du fleuve, allons à Saint-Louis où des routes coupées, des centaines d'hectares de manioc et d'arachides
englouti par les eaux et complètement endommagé par les fortes pluies dans le Waalo, particulièrement à Nder. Les producteurs du Waalo sont donc désespérés. Ils ont perdu déjà plus de 100 hectares de patates, de manioc et d'arachides à cause des inondations qui continuent dans cette partie nord du pays. Le point avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Les fortes pluies des derniers jours ont occasionné beaucoup de dégâts dans le Waalo. À Nder, les routes sont coupées, des centaines d'hectares de manioc, d'arachides et de la patate douce sont engloutis par les eaux de pluie. Un désastre pour les producteurs de Nder. Nous sommes désespérés, nous avons tout perdu. On est obligé de tout couper car nous n'avons plus d'espoir. C'est vraiment la catastrophe ici dans le Waalo. Il faut que les autorités viennent pour nous soutenir. Le chef de village de Nder appelle les autorités à réagir dans l'urgence. Tous les jeunes du village sont là. Ils ont investi beaucoup d'argent dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, ils ont tout perdu. C'est pourquoi l'État doit les accompagner pour sauver la saison. Ici, les routes sont presque impraticables. La seule digue de protection de Fortune menace de céder à tout moment. Les populations du village d'Ender veulent des mesures urgentes pour sauver le village. Longtemps qu'on réclame l'État, vous voyez cette route qui relie de Colonna à Kermomorsar. Depuis des décennies, on demande à l'État de construire ces routes parce que les producteurs là, s'ils produisent leur récolte et ils ne peuvent pas l'amener au marché, ça n'a aucun intérêt. Les pluies diluviennes perturbent la campagne agricole en Nder. Des centaines d'hectares de manioc, d'arachides et de la patate douce sont dans les eaux. Un désastre qui risque d'installer la famine dans ce village historique. Toujours dans cette actualité, sachez que l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie annonce une accalmie côté pluviométrie. Un temps stable est prévu ce lundi 25 août et demain mardi 26 août sur la plus grande partie du territoire national. Toutefois, les régions de Kédougou, de Tambacounda à l'est du pays, de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou au sud seront touchées par des pluies et des orages pendant ces 2 jours. La météo annonce que l'ensemble du pays sera à nouveau arrosé à partir de mercredi. Des pluies qui continueront à tomber dans la journée de jeudi, y compris à Dakar. Évidemment, ces prévisions seront affinées au cours des prochains jours. Les dernières fortes pluies à Mbour ont causé l'effondrement de la moitié d'une maison à Oncade, ainsi qu'une fuite de la conduite principale de la Seine-Eau réparée par la suite. Maître Abdoulaye Tall est allé s'inquérir de la situation. Le député de l'Assemblée nationale lance un appel aux autorités pour soulager ces populations obligées de faire face à ce même problème chaque année. Abdoulaye Tall est au micro de Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. Et attirer l'attention des pouvoirs publics à venir prêter main forte à ces populations. J'en profite également pour rendre un hommage à ces services qui se sont déployés. J'ai vu qu'il y a la SDE, la CNO, qui a déployé une machine ici. Il y a également les sapeurs-pompiers qui ont eu à venir avec leurs machines et tout, mais compte tenu de l'ampleur des dégâts, leurs machines ne pouvaient pas prendre en charge une évacuation aussi rapide des eaux qui ont eu à faire enregistrer des dégâts énormes. Alors, attirer l'attention des pouvoirs publics pour venir régler ce problème qui, chaque année, est le calvaire de ce quartier. Je ne peux pas comprendre qu'effectivement, à la suite des travaux, dont l'unique but était de soulager les populations et que ces travaux puissent être le facteur qui empêche les gens de dormir, je pense que les pouvoirs publics doivent se lever. Et je dois rappeler que c'est à la suite des travaux effectués par Promoville qu'il y a eu effectivement ce bouchon-là qui a entraîné que l'eau ne puisse plus être évacuée. Et je rappelle que là où nous sommes est presque le point de rencontre des eaux qui viennent presque de tous les quartiers environnants. Je pense que ce n'est pas un travail énorme qui demande beaucoup d'investissement. Ça ne demande que de la volonté. La volonté, c'est quoi? Parce que ça, c'est un travail qui va se faire sur moins de 200 mètres. Moins de 200 mètres. Si on élargit le canal d'évacuation, je pense que les populations ne seront plus confrontées à ce genre de problème. Je le dis et je le répète. Et je ne vais jamais cesser d'insister à inviter les pouvoirs publics, notamment les services
habilités. Tout Mour également a été touché par les inondations. Je pense qu'il y a d'autres quartiers. À Djamagan, il y a des maisons qui sont englouties par les eaux. Si vous allez au niveau du quartier zone Sonatel également, il y a des habitations qui sont complètement envahies par les eaux. Restons dans ce département de Mbour où les habitants de Sousoung ont fait face à la presse aujourd'hui pour réitérer leur opposition à l'exploitation d'une carrière de basalte découverte dans leur champ. Ces populations, elles sont pour des négociations à condition que les détenus soient libérés et que les principaux impactés soient directement associés à tout ce qui se fera. Ndeye Matidien et Mamadou Gueye ont pris part à ce point de presse à Sousoung. Voici leur compte rendu. Président Diomaye Faye, Missa Sœur. Aminata Sarr est la sœur aînée par leur mère de son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La conseillère à la mairie de Ndiaganiao, habitante de Sousoung, réaffirme sa position. Rusna jaxlena ndax li warul nek ci sa nguur bu fi joggé mo dund ci biir Sousoung ba légui nangu sa yef fokati sa souf dor la tej la. Presque l'ensemble des habitants de Sousoung réunis autour d'un collectif pour la défense de leurs terres se sont mobilisés sur la place publique du village. Tous n'y avoir reçu une quelconque indemnité pour céder leurs champs. Les principaux intéressés affirment n'avoir rien reçu. Le collectif exige des réponses claires. Où est passé l'argent? Qui a été indemnisé? Et pourquoi la liste des bénéficiaires n'a-t-elle pas été rendue publique? Ce point de presse, c'est aussi pour exiger la libération des 9 jeunes arrêtés par la gendarmerie de Ndiaganiao. C'est une condition sine qua non pour qu'ils acceptent de dialoguer. On ne peut pas prôner des dialogues ou bien des négociations, tandis qu'il y a les détenus qui sont là-bas et ce sont les principaux impactés. On ne peut pas faire ça. Avant tout qu'on libère ces détenus-là. Ils interpellent les autorités étatiques. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre, qu'ils viennent vite en intervention avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le fait d'attendre jusqu'à qu'il y ait un mort d'homme, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils n'auront rien à dire. D'autres collectifs comme celui pour la défense des intérêts de Tasset, celui pour la défense des intérêts de Diack ou encore le collectif pour la préservation et la valorisation des terres paysannes ainsi que des activistes sont venus manifester leur soutien à ces habitants de Sousoung. Évoquons cet autre litige foncier, cette fois-ci dans le département de Sédhiou. Donc litige foncier à Bayamba, dans la commune de Djambati, dans le département de Bunkiling plutôt. Les populations accusent le village voisin Dar Salam Cissé d'avoir dépassé la frontière entre les deux villages jusqu'à leur prendre 29 hectares. Bakary Konté avec les images de Khalid Djamé. La tension est très vive entre les populations de Bayamba et celles de Dar Salam Cissé. Bayamba accuse le village voisin d'avoir illégalement accaparé de 29 hectares de terre. Nous avons considéré que cette population, et c'est toujours avéré, qu'ils ont dépassé maintes fois les bornes qui ont été fixées depuis un certain temps. Premièrement, ça a été fait, ils l'ont dépassé, on les a laissés. Deuxièmement, on l'a fait, ils ont dépassé. Et troisièmement, nous sommes à ce niveau-là. Jusqu'en 2020, et voilà, l'intervention de la mairie pour essayer de planter les bornes à ce niveau. Jusqu'en 2022, nous avons aussi découvert que voilà, ils ont essayé de faire une déviation. Elle accuse le sous-préfet de Diaroumé d'être complice. On a saisi la sous-préfecture. Pas de réaction initialement. La préfecture, pas de réaction initialement. Jusqu'à ce que le 29 juin dernier, la préfecture de Bunkili a essayé de nous répondre. Face à cette situation, on a ressenti la complicité de ces autorités-là dans cette situation-là. Et récemment, le ministère était là avec sa délégation. Ils ont essayé d'entendre la population de Bayamba pour trancher, essayer d'entendre la population de Dar Salam Cissé pour trancher. Mais leur intervention nous a suscité une chose, qu'ils sont en complicité dans cette situation-là. Ces populations de Bayamba demandent au président de la République de réagir vite. Nous pouvons le régler à notre manière, mais nous savons qu'il y a un État. Face à cette situation, il faudra qu'on passe par la voie locale. C'est quoi? Il faudra que le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, il faudra faire une réaction pour que la situation ne soit pas délicate. Sinon,
nous allons régler cette situation à notre manière. La situation est devenue très sérieuse. Il est temps que les autorités compétentes réagissent avant que le pire ne se produise. Dakar a un nouveau maire en la personne d'Abbas Fall. L'actuel ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions a été chaleureusement félicité par le président Bassirou Diomaye Faye sur le compte X du chef de l'État. Puisse cette responsabilité élevée être placée sous le signe du service public, du dialogue et d'une action résolue au service des Dakaroises et des Dakarois, a dit le président de la République. Revenons justement au scrutin qui s'est déroulé ce matin à l'hôtel de ville de Dakar. Abbas Fall de PASTEF l'a remporté au premier tour avec 49 voix sur 88 contre 30 pour la candidate désignée de Taxawu Sénégal. Les deux autres candidats malheureux, Daouda Gueye et Mohamedou Massamba Seye, ont obtenu respectivement 8 voix et 1 voix. Aussitôt installé par le préfet de Dakar, le nouvel édile de la capitale s'est voulu rassembleur. Une élection à la mairie de Dakar. Au même moment, la Cour suprême a rejeté le recours déposé par Barthélémy Diaz. Le maire déchu contestait le processus qui a abouti à l'organisation de l'élection. Aminata Mbaresso pour plus de détails. Abbas Fall, élu maire de Dakar par le conseil municipal, il remporte 49 voix sur les 81 conseillers municipaux ayant pris part à l'élection ce lundi. Abbas Fall, membre du parti PASTEF et cadre dans ce parti, gagne devant 3 autres candidats qui étaient en lice, dont Ngone Mbeng qui assurait l'intérim à la mairie de Dakar depuis le 16 décembre 2024, date de la révocation de Barthélémy Diaz de la mairie de Dakar. L'organisation de cette élection ce lundi 25 août coïncide avec le rejet de la requête introduite par Barthélémy Diaz devant la Cour suprême. L'ancien maire de Dakar voulait obtenir un sursis à l'exécution de la décision du préfet de Dakar, le préfet qui avait convoqué le conseil municipal ce lundi pour l'élection d'un nouveau maire. La haute juridiction estime que la convocation du conseil municipal n'avait aucun impact sur l'audience de Barthélémy Diaz prévue le 18 septembre et relatif à sa révocation de la mairie de Dakar. Installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet de Dakar, Abbas Fall se veut fédérateur. Dans ses propos, il dit être maire pour tous les Dakaroises et Dakaroises et non édile d'une chapelle politique. Sur le cumul de mandats, il promet de démissionner de son poste de ministre du Travail pour se consacrer essentiellement à la mairie de Dakar. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait un post pour féliciter le nouveau maire de Dakar, un feuilleton politico-judiciaire qui n'a pas dit son dernier mot. Barthélémy Diaz, ancien maire de Dakar, attend la décision de la Cour suprême sur sa révocation de la mairie de Dakar, prévue le 18 septembre 2025. Une décision de la Cour suprême qui ne surprend pas l'expert en décentralisation Nian Amadou Massen, que je vous propose de suivre avec Al-Hassan Ba et Jafar Ba. Pour ce qui est de la légalité, j'avais dit ici que effectivement le recours n'était pas suspensif. Et aujourd'hui, la Cour suprême, même si elle a statué après l'élection du maire, a confirmé cela et qu'effectivement, elle va statuer le 18 sur le recours. Et on verra ce que cela donnera. En attendant, le nouveau maire qui est installé a la plénitude des fonctions et déroule. Je rappelle que Dakar est une ville éminemment importante pour le Sénégal, pour étant la capitale du Sénégal, une ville mondiale qui n'a pas de ville concurrente directement au Sénégal. Et ces villes concurrentes dans la concurrence territoriale, c'est Johannesburg, c'est Rabat, c'est Lagos, c'est Abidjan, c'est Paris, c'est etc. Dakar se positionne à ce niveau, à telle enseigne qu'on était un peu gêné de voir cette importante ville gérée par un ou une intérimaire, d'autant plus que Dakar, dans le cadre de la coopération internationale, dans le cadre de la diplomatie territoriale, de la diplomatie des villes, avait été choisi pour diriger un certain nombre de structures
à l'international, ce qu'on ne pouvait pas confier à un maire intérimaire. Aujourd'hui, le problème est dépassé. Le maire Abass Fall va aller occuper ses postes au niveau international pour le bonheur et de Dakar et des collectivités territoriales sénégalaises qui vont y trouver leur compte. La page sport à présent avec le basketball. Le Sénégal n'y arrive plus à l'afro-basket masculin. Pas de sacre depuis 1997, pas d'accession en finale depuis 2005. Une série de déconvenues qui résultent de malchance et de petites erreurs selon des observateurs qui restent satisfaits de la formation des basketteurs sénégalais. Récit Cheikh Sadbou Diarra. Depuis 2013, les parcours du Sénégal à l'afro-basket masculin s'arrêtent en demi-finale. Son plafond de verre, que nenni juste un concours de petits faits et de malchance. 2013 à Abidjan, je pense qu'on avait perdu sous des détails la demi-finale contre l'Égypte. En 2015 aussi, on était à 9 secondes d'une qualification en finale contre le Nigeria. On avait la dernière possession. 2017, lors de la double organisation aussi, on y était. En 2021, lors de l'édition au Rwanda aussi, on y était. Cette année aussi, on y est. Ça veut dire que voilà, le Sénégal est le seul pays qui est très constant dans le dernier carré. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui a du mérite. Maintenant, ce sont des détails qui nous ont souvent fait perdre les demi-finales. Donc, mais quand même, on peut espérer avec cette génération qui est très jeune que pour la prochaine édition en 2029, on ne sait pas qui va organiser, qu'on va dépasser cette étape, voire même d'autres pays de basket. Maintenant, quand même, on a maintenant des joueurs très costauds, très bonne disposition sur le plan athlétique. Nous n'avons rien à envier au niveau de la formation aux autres pays. Je pense que ce qui est important aussi de souligner, le Sénégal, c'est le seul pays peut-être qui ne s'est pas présenté avec des naturels communs, qui sera mis à disposition de tous les centres de formation, de tous les formateurs, pour au moins qu'on retrouve notre style de basket d'antan et qu'on permette aux équipes jeunes, surtout les équipes cadettes, les équipes juniors, ça veut dire les UCD, U18, de pouvoir participer parce que dans cette équipe, il y a au moins 4 à 5 joueurs qui sont issus des U18 parce que voilà, je pense que pour les 10 dernières années, on a participé à 2025 au niveau des individualités. Branco Badio et Jean-Jacques Boissy terminent aux 2 premières places des meilleurs marqueurs en Angola. Afrobasket 2025 toujours, les Lions accrochent une 7e médaille de bronze et signent leur 18e podium en 30 participations. Mais au-delà du classement, 2 noms ont marqué cette édition. Branco Badio, membre du 5 majeur, et Jean-Jacques Boissy, auteur d'un record historique avec 40 points. C'était contre le Cameroun. Un exploit XXL qui interroge préparation, confiance ou mental. Éclairage avec Sorna Antendiaï, spécialiste du basket au micro de Mamadou Ndiaye. Branco, leader technique de l'équipe, capitaine MVP naturel pour moi de cet Afrobasket. S'il n'a pas eu le trophée final, c'est parce qu'il n'a pas joué la finale. Boissy, l'homme des records en 2025, lors de la balle, il a terminé meilleur three-pointer, meilleur scoreur, MVP et vainqueur. Je pense que l'Afrobasket aurait pu apporter une saveur particulière à sa saison et à sa carrière. Alors, les 2 joueurs ont en commun d'être des meneurs jeux d'abord, capables de jouer en arrière, d'être âgés presque du même âge, 25 ans. Ils ne doutent jamais, ce sont 2 joueurs qui, même s'ils sont confrontés à des échecs, reviennent toujours à la charge. Alors, ils sont 2 scoreurs, 2 meneurs de talent et je pense que l'avenir nous en dira plus, mais ils ont encore 1 ou même 2 Afrobasket devant eux où ils pourront aller prendre ce titre qui manque à leur palmarès. En mode football, avec la demi-finale du CHAN 2024, le Sénégal fait face au Maroc ce mardi à partir de 17h30. Un duel de Lions sans pression pour le sélectionneur Souleymane Diallo et son protégé Daouda serein et confiant. Il faisait face à la presse en conférence d'avant-match. Compte rendu, Maïmouna Ndiaye et Cheikh Sadbou Diarra. Les
Sénégal, la meilleure défense du CHAN 2024 face au Maroc, une des meilleures attaques. La demi-finale entre les Lions et les Lions de l'Atlas, un duel palpitant en perspective ce mardi. On va jouer un match hyper important face à un adversaire très sérieux. Et je pense qu'en face également, nous aurons une équipe sénégalaise très sérieuse pour être à la hauteur d'une très bonne demi-finale. L'aspect offensif du Maroc et l'aspect défensif de cette équipe sénégalaise. Je pense que ces deux données de performance vont nous servir de travail pour pouvoir aborder ce match contre le Maroc avec la plus grande sérénité. Là, on a une bonne équipe. Aussi, c'est grâce à notre coach. Et voilà, on est ensemble, c'est cool, quoi. Le Maroc, un adversaire loin d'être un inconnu pour un Souleymane Diallo confiant. C'est une équipe que je connais très bien pour l'avoir gagné en petite catégorie en U17, mais également avoir la chance d'être dans la poule de supervision lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire à San Pedro. Donc j'ai fait beaucoup de rapports sur cette équipe et on comprend que c'est une équipe qui a une identité de jeu valable sur toutes les catégories et je pense que nous allons surfer sur cette donnée-là pour pouvoir aborder cette demi-finale. Cela ne va pas également cacher le travail qui se fait au Sénégal avec la direction technique nationale, un très bon travail, comme l'a dit votre collègue, avec la détection des jeunes talents, des jeunes joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a présenté la plus jeune équipe de cette compétition. La bataille des Lions entre le Sénégal et le Maroc, c'est ce mardi à partir de 17h30 à Kampala, en Ouganda. Et puis, l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football joue de nouvelles prolongations. Madi Touré introduit un nouveau recours pour contester l'élection d'Abdoulaye Fall au lendemain de la publication du procès verbal de l'Assemblée générale élective. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, nous recevons M. Papa Farah Diallo, enseignant-chercheur en sciences politiques et président de la coalition Publiez ce que vous payez. Il est également donc le président de cette coalition. Nous le recevons dans un instant.